À l'annonce du retrait de Benyamin Netanyahou, poussé vers la sortie par une coalition hétéroclite après plus de 12 ans au pouvoir, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés place Rabin à Tel Aviv. 25 ans avant, le 4 novembre 1995, c'est sur cette place des rois d'Israël, renommée par la suite, que le Premier ministre Yitzhak Rabin était assassiné par un juif extrémiste à la fin d'une manifestation pour la paix en soutien aux accords d'Oslo. Comment ne pas y voir plus qu'un symbole? Des images d'Oliès, dimanche dernier, le fantôme d'un homme politique assassiné pour son rêve de paix. Pour nous raconter le hors-champ de ces images, comprendre l'événement, avec nous aujourd'hui le cinéaste Amos Gitaï. Bonjour Amos Gitaï. Bonjour Olivia. À l'occasion d'une exposition Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat, et d'un beau livre coédité par la BNF et Gallimard. Cette exposition a fait l'objet d'une pièce créée à Avignon en 2016, et elle sera à retrouver, cette pièce chronique d'un assassinat annoncé, au Théâtre du Châtelet à Paris à partir du 28 juin. Les manifestants de la place Rabin, dimanche dernier, pour eux, c'était un jour de fête. Le fait que Netanyahou quitte le pouvoir. Une victoire, reste à savoir pour vous comment vous avez interprété ce jour, cette date, ce dimanche. J'ai un sentiment que c'est plutôt presque un spectacle shakespearien, c'est-à-dire l'âme, on peut dire, de Rabin, assassiné il y a un quart de siècle. Et comme il a dit Marc-Antoine de Shakespeare, c'est un magnifique texte de Jules César, c'est-à-dire l'âme de César, dit Rabin, et va perturber la réalité de ce pays. Je crois qu'on a des événements qui sont à la fois des politiques directes et aussi presque des dimensions mythologiques. Alors, cette fête, Olivia, que vous avez fait référence, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de soulagement, même s'il est peut-être temporaire, malheureusement, parce que Netanyahou, il a laissé un bel champ de mines qui va exploser un après les autres. Il y avait cette cérémonie de drapeau israélien à la vieille ville de Jérusalem. Et là, il y a une loi qui doit permettre les couples mixtes israélo-palestiniens de rester en Israël, etc. Il a laissé des séries de souvenirs de son existence. Et on va voir si cette coalition va rester stable. Dimanche 13 juin 2021, sur la place Rabin, donc des manifestants se rassemblent pour acter le changement de majorité. Alors il y a les images et il y a les slogans. Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là, Amos Gitaï? On est soulagé, c'est le gouvernement des changements, le gouvernement d'unité, etc. Oui, la fête populaire. Oui. Le changement. L'ancien chef du Likoud est parti, mais est-ce la fin de son rêve pour Israël? Est-ce la fin d'une certaine idée aussi du sionisme pour vous, Amos Gitaï? Olivier, je vous recommande un texte qui a été publié aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, au journal Le Monde, par un ami, un très bon intellectuel, Eva Illouz, qu'elle parle effectivement des dégâts que l'époque Netanyahou, les 25 ans de l'époque Netanyahou, parce que là, on est presque jour par jour depuis son premier jour qu'il est monté au pouvoir, et Eva décrit les dégâts qu'il a fait sur le rapport Israël, la diaspora juive, la définition même de l'identité israélienne de base. Je trouve que là, on est dans cet héritage de 25 ans
qu'il est dans un état très fragile d'État d'Israël, parce qu'Israël n'a pas de constitution. C'est pas comme la France, c'est-à-dire il y a des séries de lois, mais qui peuvent être modifiées par le Knesset. C'est-à-dire le système politique est très fragile. C'est une coalition fragile, effectivement, hétéroclite de coalitions de droite et de gauche et de centristes, avec la mission un peu de remettre Israël sur les rails, de préserver un peu des règles juridiques, de la culture, etc. Elle parle, Eva Illouz, votre compatriote, cette sociologue israélienne, dans cet article du Monde, cette tribune qui est effectivement accessible sur lemonde.fr pour nos auditeurs. Elle parle d'une démocratie sécuritaire, pour parler d'Israël, qui a vu un accroissement des tensions et une radicalisation idéologique aussi en son sein. Et pour elle, cette démocratie, elle est surtout en proie aujourd'hui à ce qu'elle appelle un malaise. Quelle est la nature de ce malaise pour vous, Amos Gitaï? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est un mec très, très cultivé, un manipulateur de bon niveau, Monsieur Netanyahu, Bibi, qui a pris le pouvoir il y a 25 ans, qu'il a pris par cœur Machiavelli, qu'il n'arrête pas d'inciter un groupe contre les autres. C'est-à-dire les religieux contre les laïcs, les séfarades contre les ashkénazes, les juifs contre les arabes, etc. Et avec ça, il a réussi quand même de rester, avec quelques petits intervalles, 25 ans au pouvoir. Et les dégâts sur Israël, elle est dans le long terme, parce que c'est un dégât, par exemple, le gouvernement Rabin installé, par exemple, pour donner un exemple, que dans l'école, on peut apprendre les poèmes de Mahmoud Darwish, comme des programmes d'éducation. Là, c'était rien des programmes d'école. C'est-à-dire, on peut aimer ou pas aimer les poèmes de Mahmoud Darwish, mais il exprime le chagrin et l'attachement des Palestiniens au même pays. Il faut être au courant dans cette région très troublée. Alors, le gouvernement Rabin a installé cette série de textes, le gouvernement Netanyahu a viré tous ces textes, c'est un tabou. La culture, le ministre précédent, il a intervenu d'une façon très, très directe sur le travail des cinéastes. Il a obligé de signer un papier de loyauté à l'État, un truc qu'on connaît de l'Union soviétique. Alors, dans plusieurs domaines qui sont plutôt de domaine civil, que pour moi, comme quelqu'un qui est attaché à Israël, on a besoin de cette liberté pour exister dans cette région qui n'est pas simple. C'est pas angélique, c'est un voisinage très compliqué, même dangereux. Alors il faut qu'Israël reste un pays ouvert et modéré, des droits des femmes, des droits des minorités. Et là, toute cette construction-là est menacée. 1995, Amos Gitaï, cette date, elle vous poursuit, pour ne pas dire qu'elle vous obsède, celle de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Il y a la mort d'un homme d'État, et la mort aussi avec lui d'une idée, d'un espoir. Cette histoire qui semble s'être achevée ce dimanche 13 juin avec le départ du pouvoir de Benyamin Netanyahou, mais qui n'est pas prête, disiez-vous, de complètement s'éteindre. Cette histoire, est-ce qu'elle a commencé le 4 novembre 1995 ? Oui, et même avant, parce que c'est-à-dire une partie de cette grande archive que j'ai donnée à la BNF, qui compose de 30 000 items. C'est un énorme archive de travail qu'on a fait depuis 25 ans, c'est-à-dire en 1994, j'étais dans l'avion de Rabin comme il était allé à Washington et au Caire pour négocier la série d'accords avec les Palestiniens. Tu sais, Olivier, de toute façon, mon travail, moi je suis simplement un architecte, je suis formé comme architecte. Alors, j'ai jamais fait une école de cinéma, j'ai fait un diplôme architecte, PhD architecte à Berkeley. Mais je crois que c'est plutôt toutes les choses que je fais dans le cinéma, dans le théâtre maintenant, etc., c'est un acte civique. Alors, un acte civique de quoi ? De reconstruction de la mémoire aussi ? Voilà, la mémoire, surtout la mémoire, parce que je trouve que la mémoire, c'est... D'ailleurs, je rends à nouveau hommage à toutes ces trois institutions, le BNF, Gallimard et le Théâtre de la Ville qui va faire cette production à Châtelet. La mémoire, il n'est pas strictement une histoire de conservation, c'est aussi un agent actif, c'est aussi une réflexion, une proposition pour l'avenir. C'est-à-dire, cette démarche de Rabin, il y a 25 ans, sans faire d'angélisme, parce que
Moi, je ne suis pas dans les cultes de personnalité, mais cette démarche-là, d'essayer de chercher des modus vivendi vivables avec les Palestiniens, était décapitée il y a la date que vous avez mentionnée, le 4 novembre 1995. Et depuis, il y a tout ce processus est arrêté. C'est même presque un tabou de parler d'accord avec les Palestiniens. Et je trouve que c'est une procédure très dangereuse pour l'avenir et les perspectives de la société israélienne. Sur les fragments d'archives que vous avez donnés à la Bibliothèque nationale de France à Paris, sur ces fragments d'archives sur Rabin qui sont exposés en ce moment, on peut voir aussi certaines affiches, on peut voir des slogans portés par des militants du Likoud à l'encontre contre Yitzhak Rabin. Et là, on est à cet automne 95, à ce fameux moment-là. Ce moment, est-ce que vous diriez que, comme aujourd'hui, il exprimait déjà un malaise ? Il exprimait déjà une société tiraillée. C'est-à-dire, il y a toujours, on peut toujours augmenter des crises ou les failles existantes dans chaque pays. Et même les collègues de M. Netanyahu, c'est-à-dire ses amis, Bolsonaro, Trump, en Hongrie, etc., c'est-à-dire toute cette belle brochette d'amis qui sont les mêmes démarches, ils utilisent les failles pour agrandir les failles, pour rester au pouvoir. Bien sûr, il y a des conflits structurels entre les religieux, les laïcs et les différents groupes d'identité israéliens, mais le projet de cette société d'immigration, Israël c'est un pays composite, dans ce sens, c'est une société moderne, parce que la planète entière, il est composite de gens déplacés. Alors Israël, c'est un pays de gens déplacés d'Europe, avec les pogroms, la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs d'Europe, les Juifs d'Afrique du Nord qui quittaient après les vagues de nationalisme arabe, etc., les Juifs d'Irak, les Palestiniens déplacés par les Israéliens. C'est un pays composite. Alors dans un pays composite, c'est très important de garder quelques éléments communs, quelques projets communs, collectifs, nobles, créatifs même, on peut dire, et de ne pas augmenter les failles. Je crois que les figures comme Netanyahu, mais il existe des modèles similaires ailleurs, comme je dis, Bolsonaro, Trump, etc. Ils travaillent sur les failles pour rester au pouvoir, et ça marche. Et c'est aussi cette image de faille que vous garderez de ces années de Netanyahou au pouvoir ? Oui, parce que je crois que vous avez commencé l'émission par notre programme par cette 13 juin, c'est-à-dire les vagues d'excitation, etc., pour cette composite vraiment éclectique, elle n'est pas pour basta, il faut aller ailleurs, il faut qu'Israël va prendre un autre chemin, il faut qu'elle recompose, guérir les failles, guérir les blessures, etc. Est-ce que la question est ouverte, est-ce qu'on va réussir? C'est pas encore écrit. Et pour ça, il faut qu'Israël retrouve notamment la mémoire. Pourquoi, quand on évoque l'histoire de Netanyahou, l'ombre de Rabin n'est jamais loin? Parce qu'ils sont vraiment des figures, même je dis comme metteur en scène, ils sont figures opposées. Rabin, comme si tu as interviewé Rabin, il est sobre, il est modeste, il a même un sens d'ironie, il est understatement, il n'est pas pompeux. Il n'est pas tout écrit, simulé, manipulé, l'utilisation des médias. Il est très vrai. Tu peux être d'accord ou pas d'accord, il y a des choses que tu peux critiquer, mais il y a quelque chose qui produit une sorte d'intégrité. Et Netanyahu, c'est l'opposé, c'est les spins, c'est les manipulations, c'est le spectacle de dire n'importe quoi, mais d'une façon très convaincante, etc. Alors c'est vraiment aussi, pas seulement par leur projet politique, mais c'est aussi figure opposée. Rabin, il est dans quelque façon le produit de ce projet d'origine d'État d'Israël, de convertir l'existence juive de diaspora, que les juifs ne vont pas être strictement des marchands et des intellos, mais aussi des paysans et des soldats. Il était envie d'être agronome, il a fini par être le chef d'état-major. Et comme chef d'état-major, c'est lui qui avait la commande sur l'armée d'Israéliens, sur la guerre des 6 jours, cette énorme victoire militaire.
avec laquelle Israël a triplé son surface. Mais là, encore, comme un geste presque mythologique, il arrive à cette conclusion que pour stabiliser ce projet d'Israël, il faut céder des territoires pour construire l'avenir. Et bien, ce projet-là a été décapité. On est là. À propos de ces figures, sur une scène politique comme sur une scène de théâtre, ces figures presque archétypales que vous décrivez, Amos Gitaï entre Rabin d'un côté, Netanyahou de l'autre. À propos de la figure de Yitzhak Rabin, Patrick Boucheron, l'historien, relisant vos images dans ce beau livre qui paraît autour de l'exposition, coédité par la BNF et Gallimard, évoque la question de la trahison. Il dit que la question de la trahison, elle est omniprésente et que Rabin, notamment, incarne cette figure tragique de la trahison. Je le cite, pour ses ennemis, il est le traître qui liquide Israël en désavouant la Bible. Et cela permet tous les excès, son association à l'uniforme nazi, l'appel à la sédition et au meurtre notamment. Pour ses amis, il est pionnier et fondateur d'Israël. Il est celui qui est issu de ce monde, des origines de l'État, et qui redonne aux ennemis de la terre conquise par les guerres, qui redonne cette terre à ses ennemis. Cette figure, cette question de la trahison, vous la percevez aussi dans ce fil d'histoire depuis plus de 25 ans, permanente? Non, avec Boucheron, on a fait les conférences à Collège de France, comme j'étais au Collège de France, mais aussi à la BNF plus récemment. On a évoqué même les figures historiques de Flavius Joseph, qui était le sujet d'un autre spectacle que j'ai fait à Avignon avec Jeanne Moreau, à Avignon-Odéon, dans lequel Jeanne Moreau a joué le rôle d'historien, qui était un événement extrêmement émouvant, cette pièce de théâtre. Alors Pierre Vidal-Naquet nous raconte qu'effectivement, dans son magnifique texte sur Flavius Joseph, qu'il appelait « le bon usage de la trahison ». C'est-à-dire, si on n'a pas eu Flavius Joseph, qui était le commandant de rébellion juive dans les Galilées, qui est plus tard devenu l'historien de cette guerre, on n'avait pas de trace que cette guerre existait. Et Flavius Joseph, déjà il y a 2000 ans, plus que 2000 ans, nous explique que le moment que les zélotes, les fanatiques, les extrêmes nationalistes prirent le pouvoir sur Jérusalem, ils ont autodétruit la souveraineté juive, il y a 2000 ans, qui a été suivi par des exodes d'esclaves juifs en Europe pour des souffrances, par être brûlés, par être discriminés, etc. Et finalement, effectivement, Israël, c'est la conclusion de cette souffrance. Alors, il faut être un peu modeste, un peu attentive et pas aller dans ce sens de rapport de force unilatéral qui a été appliqué par le quart de siècle qu'on est sur le règne des monarches Netanyahou. Cela met en lumière cette figure bouleversante chez Flavius Joseph qui est le traître. À travers cette figure obsessionnelle chez lui, Gitaï pose à Cru la question « Qu'est-ce qu'on perd à être fidèle au sien, à son histoire, et qu'est-ce qu'on gagne à trahir ?» Alors cette violence, cette radicalité des discours, elle n'est pas nouvelle et on le racontait avec vous, Amos Gitaï, elle n'est pas non plus exceptionnelle. On la retrouve lors des manifestations du printemps 2021. Cette année, le correspondant du Monde, Louis Imbert, écrivait déjà en mai dernier « Depuis 10 ans, la droite glisse vers un raidissement identitaire qui banalise la division du « eux » contre nous, ce vocabulaire de l'ennemi, du rival irrémédiable. On revient à cette idée de faille, de fissure qui est en train de s'installer depuis des années au cœur de la société israélienne, qui pose la question de savoir comment reconstruire. 1995, Amos Gitaï, cette date qui vous poursuit, cette date qui vous obsède. Comment entretenir cette mémoire ? Avant de répondre, je vous propose d'écouter la voix de la rabbine Delphine Horviller. Il y a quelques mois, nous l'avons reçue autour de cette grande table pour son livre « Vivre avec nos morts », dans lequel elle évoque le souvenir de ce 4 novembre 1995. Cet événement nous a rendus inconsolables. En fait, c'est évident qu'on doit tous chercher et on aspire à trouver de la consolation dans la vie, mais on la trouve pas toujours. Ça doit pas nous empêcher d'essayer de l'offrir à d'autres, mais il y a des événements, des histoires dans nos vies qui nous laissent inconsolables. En tout cas, on sait qu'on pourra pas réparer, on sait qu'on pourra pas colmater et qu'on va devoir apprendre à vivre avec le deuil, avec le manque, la cassure et la faille. Et pour moi, l'Israël d'après
Rabin et un Israël qui n'a pas fini encore de penser la profondeur de l'abîme, de l'abysse, de la faille dans laquelle cet événement l'a plongé. Donc effectivement, pour moi, il y a un avant et un après qui n'en finit pas de faire, je dirais, exploser cette bombe. C'est ce qui a explosé ce soir-là, continue de réverbérer jusqu'à aujourd'hui. On se croyait si près de la paix et puis on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on en était si loin. Et apprendre à vivre avec ce deuil, c'est tout sauf une évidence parce qu'il remet en question plein de choses. En tout cas, pour moi, il a remis en question plein de choses de mon identité. Avant de se demander comment penser cette faille et comment la reconstruire, vous, Amos Gitaï, cinéaste israélien, qu'est-ce que vous avez laissé sur cette place le 4 novembre 1995 ? Non, je crois que, tu sais, moi je trouve que les mémoires, c'est pas une histoire strictement de nostalgie, des souvenirs, et j'ai dit ça même vis-à-vis du travail qu'on est en train de faire actuellement avec le théâtre, avec le BNF, c'est aussi de projeter un projet d'avenir, parce que je trouve que dans les traditions juives, des positions critiques est déjà dans le DNA, dans les, comment on dit en français, DNA, ADN. Dans l'ADN. ADN de cette culture, c'est-à-dire il faut être critique. Il ne faut pas être hostile, mais il faut être critique. Même dans les Bibles, dans l'Ancien Testament, le roi le plus puissant, David, il est considéré comme un type immoral, parce que comme il a désiré Bethsabée, il a envoyé Uriah, son mari, d'être tué dans la guerre. Et le prophète Nathan arrive devant le roi et il accuse d'être immoral. C'est-à-dire, ça fait un parti de cette tradition, disant qu'on a le droit et même l'obligation morale de critiquer le pouvoir. Alors, je trouve que les places Rabin de 1995 me laissent les nécessités, vous avez dit, obsessives. Mais l'obsession, vous savez, Olivier Chelard, c'est pour moi une valeur. C'est-à-dire, on n'a pas Picasso aussi sans obsession, même les grandes œuvres musicales, Bach, Beethoven, etc., des variations sur un thème. Et même le spectacle qu'on a fait à Avignon en 2016 dans les Palais des Papes était repris à Lincoln Center, était pris à Los Angeles, c'était il y a 2 ans à la Philharmonie. Et là, on fait une nouvelle version. C'est-à-dire, chaque fois, c'est une variation, c'est pas identique. Moi, j'aime recréer le spectacle. Est-ce que ce thème, il s'est imposé à vous ou est-ce que vous l'avez choisi, ce thème des variations aussi ? Moi, j'aime pas faire promener mes groupes de comédiens que j'adore de répéter la même chose. C'est vrai que c'est un vrai challenge parce qu'il faut recréer. Il faut être réconforté avec la matière. Cette fois-là, même dans les spectacles qu'on va faire à Châtelet à la fin de juin, on va pas seulement faire il y a les Kaddish par Nathalie Dessay, Kaddish de Maurice Ravel, il y a les Requiem de la guerre de Britain, etc., avec le chœur, avec d'autres éléments que j'ai jamais travaillé avant. Mais il y a aussi le projet politique de Rabin. C'est pas strictement les lamentations des assassinats, mais aussi il faut, un peu comme dit ma petite-fille, il faut, parce que je le pose la question à Naomi, elle m'a dit, Amos, il faut que je vais me rafraîchir la mémoire. Alors, je vais rafraîchir la mémoire, je vais revenir aussi à discours de Rabin. Là, on va faire, et là, on est plein en répétition avec un magnifique cast, avec Nathalie Dessay, avec Irène Jacob, avec Rachel Kahn, avec Sarah Adler, qui était tout au long de ce projet, avec Louis Clavis sur la clarinette, avec le chœur de Accentus, etc. C'est-à-dire, c'est un vrai projet avec un vrai ampleur à Châtelet. Parce que je trouve que dans le sens plus large, l'art, il doit retravailler sur les matières, sur le réévénement. Et la question, effectivement, comment on arrive à sculpter à l'intérieur d'événements qui dans le domaine public, l'assassinat de Yitzhak Rabin, comment on arrive à sculpter un projet de film, un projet de théâtre, de livre, etc. Rafraîchir les mémoires. Il y a aussi la capacité de l'art, d'un côté, à créer des imaginaires, à rebâtir aussi à partir d'une ruine, et
cette dette peut-être qu'il doit par rapport à son passé, cette idée de rafraîchir la mémoire. Vous évoquiez votre petite fille, vous en parliez déjà dans les pages de nos camarades de l'Obs, avec cette anecdote qui est quand même très révélatrice. Elle vous demandait, un peu comme moi, finalement, Amos, pourquoi tu fais tout le temps, toujours ces films sur Rabin, hein, et pourquoi Rabin avait été tué. Vous dites que vous lui avez répondu que Rabin voulait arrêter la guerre. Elle n'était pas au courant, votre petite fille de 9 ans, qu'il y avait eu une guerre. Hein. Netanyahou, dites-vous, a même réussi à évacuer cette notion qu'il y a un conflit et qu'il faut le résoudre. Oui, tout à fait. Moi, j'étais étonné. Elle était là dans les salles de BNF. Elle a essayé de poser la question, mais ils ne sont pas donné la parole. Et après, elle est venue poser cette question. Je crois qu'effectivement, la question de conflit israélo-palestinien, c'est un conflit différent que le conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe, c'est entre pays avec des chars, avec des jets, avec des bombes différents, etc. Israël a gagné la guerre de Kippour, que j'étais blessé. Je ne suis pas triste. Je trouve que c'est des guerres, tant pis pour eux. Le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit entre les gens qui sont accrochés à ce même morceau de terre. C'est aussi la patrie des Palestiniens. Il faut qu'Israël trouve une modus vivendi vivable pour assurer effectivement aussi l'existence d'Israël. Je crois que c'est aussi un intérêt des deux pays, des Palestiniens et Israéliens. Et je trouve que le fait d'abandonner, d'aller faire un deal avec les Émirats, de dire tout va bien, vous voyez, on n'a pas besoin de faire, on est très fort, on arrive de vacciner d'ailleurs, qui est un vrai réussi. Mais éviter cette question centrale, elle va continuer de persécuter l'existence même des pays. Elle va affaiblir aussi les structures, les choses qu'on a commencé à dire, juridiques, éducation, etc. Il faut commencer par parler pour dire la vérité. D'ailleurs, Rabin, dans ses mémoires, les choses que je trouve toujours très nobles, il dit que lui-même, il a chassé les Palestiniens en 1948. Et je crois que le fait qu'il a commencé de dire la vérité, qu'on arrête de dire qu'ils sont partis eux-mêmes, etc., il faut commencer par la vérité et à partir de cette vérité, chercher des solutions vivables. On ne va pas rebobiner l'histoire, mais il faut reconstruire l'avenir. Et rafraîchir la mémoire aussi de cette jeune génération, de cette génération Netanyahou qui est née et qui a grandi sous Netanyahou, comme votre petite fille de 9 ans. Rappelez que l'histoire d'Israël n'est pas l'histoire d'un pays sans guerre. Il y a eu des guerres et elles ont eu des enjeux, elles ont eu des conséquences. On va retourner juste avant l'élection avec la voix d'un manifestant opposé à Benjamin Netanyahou qui manifestait à ce moment-là, ce manifestant qu'a rencontré Frédéric Ménézet avec d'autres devant son domicile. Je m'appelle Dany Soban, je suis en Israël depuis 1990. Je suis enseignant, j'enseigne la connaissance d'Israël dans les lycées, je suis aussi guide touristique. Ça fait 4 fois qu'on va voter, il n'y a pas d'issue, on n'est pas convaincu que cette fois-ci il y aura une issue aussi. Je pense que le problème il est un peu au-delà de Netanyahou, mais Netanyahou incarne beaucoup des aspects du problème qu'on a actuellement en Israël. Il s'est passé quelque chose de très important dans cette campagne, ça n'était jamais arrivé. Donc Benjamin Netanyahou du parti Likoud, donc le grand parti de la droite, a fait alliance avec les mouvements qu'on appelle kahanistes, c'est-à-dire des mouvements de droite très radicales, très racistes. Effectivement, c'est un très gros problème parce que je pense que c'est quelque chose qui est innommable. On ne peut pas empathiser avec le diable, c'est pas possible. Il y a quand même quelque chose que incarne Netanyahou qui est diabolique. Et ça, on veut vraiment que ça change. Je vais vous dire, un des slogans ici, c'est « Anachnu netaken ». On va réparer les cicatrices de cette société qui est dans un assez mauvais état. Et je pense que oui, il y a des séquelles, il y aura un après Netanyahou, c'est indéniable. Et ça sera un effort national pour vraiment essayer de fédérer les gens. Réparer une société qui est complètement éclatée. On a monté les uns contre les autres. On a diabolisé la gauche, et ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on respecte les avis de chacun, dans un dialogue, j'allais dire républicain à la française, voyez, mais pluraliste. C'est ça qu'on doit réparer aujourd'hui. Voilà, et comment répare-t-on aujourd'hui, comment réparer les vivants et les morts pour
reprendre le titre d'un roman français, Amos Gitaï, cette mémoire qui est essentielle aussi aujourd'hui. Je le disais, vous avez donné une grande partie de vos archives à la Bibliothèque nationale de France. On y retrouve vos travaux préparatoires, ceux de vos films, des heures d'entretien, aussi filmés avec les proches de Rabin, des protagonistes de cette affaire, vos rushs, plus de 30 000 pièces, vous nous en donniez à l'instant aussi le chiffre, qui sont en partie exposés en ce moment. Pourquoi avoir déposé ces archives ici en France, ce morceau de mémoire à la Bibliothèque nationale de France ? D'abord, je considère que mon travail de cinéaste existe en principe grâce aux deux pays, mon pays Israël qui inspire mon travail et la France qui l'a rendu possible. Il y avait des autres pays qui soutenaient mon travail, les États-Unis, l'Italie, etc. La France, elle avait toujours une stratégie culturelle, on peut dire, assez ouverte. Elle a aidé aussi le travail des collègues iraniens et palestiniens, etc., de garder leur identité, de ne pas être convertis d'être français ou américains, de garder les langues, etc. Alors je pensais que c'est un geste de remercier la France. J'ai divisé mes archives parce que je suis pour une attitude plutôt diasporique vis-à-vis de l'archive. Je crois que ce n'est pas obligatoire dans les jours d'aujourd'hui de mettre tout l'archive dans le même endroit. Des fois, j'ai des discussions avec des archivistes. Grâce au Internet, on peut partager des documents. Alors, j'ai donné un partie à la Bibliothèque nationale à Jérusalem, Berlin-Jérusalem, qui travaille autour des poétesses Elsa Lasker-Schiller, des autres films. Certains à Stanford, parce que Stanford, ils sont très performants sur toutes les questions des archives numériques. Vous savez, Olivier, le grand problème d'archives aujourd'hui, qu'il n'y a pas de traces papier. C'est-à-dire tout est numérique. Alors la question qui se pose aujourd'hui, et on a 20 ans d'absence de papier, et Stanford est en train de développer un programme assez intéressant de conserver l'archive numérique. Et j'ai construit une sorte de triumvirat entre les trois grandes bibliothèques, Stanford, Jérusalem et Paris, pour échanger les savoir-faire, c'est-à-dire israéliens sur la langue, la culture. Et la France a une magnifique expérience de travailler avec le BNF, avec l'école de Chartres, avec un grand groupe de gens qui ont vraiment fait un travail formidable, avec Émilie qui a fait l'expo avec moi autour de cette chose. Alors, je trouve que maintenant, il faut pas chercher les failles, comme on a dit, mais il faut essayer de créer des coalitions d'endroits différents. Des morceaux de mémoire, voilà, à retrouver ici et là. Là, c'est à la BNF à Paris, où cette exposition à Yitzhak Rabin, Chronique d'un assassinat, a été réalisée par vos soins avec ce livre Bibliothèque coédité par la Bibliothèque nationale de France et Gallimard, à retrouver. Et puis, je l'évoquais en ouverture, à partir du 28 juin, pour 3 dates au moins au Théâtre du Châtelet à Paris. Votre pièce qui sera à voir. Merci beaucoup à vous, Amos Gitaï, d'avoir été avec nous. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez, à Henri Leblanc avec Oriane Delacroix pour La Grande Table Culture. Merci à Félicie Faugère avec Jean Frédérix pour cette émission.